photo avec donc un bateau qui navigue sur la mer en guise d'introduction, parce que c'est en guise de métaphore de ce qu'on va voir, c'est-à-dire qu'on va parler de système de navigation dans l'espace-temps. Et là, ici, on voit les rivages. Les rivages, ça correspond au futur. On voit la mer. La mer, ça correspond à l'espace intérieur, ce qu'on appelle le vide quantique. Et imaginons que nous soyons dans un bateau où nous ne voyons ni la mer, d'ailleurs nous ne savons même pas qu'elle existe, et on ne voit pas non plus, on ne voit pas le futur, on est en plein brouillard. Voilà. Et la vie, ça consiste à avancer dans cet environnement et à ne voir que les gens qui sont sur le bateau, et de temps en temps il apparaît quelque chose en dehors, le brouillard se dégage un petit peu, on voit un petit peu plus où on va, et on ne voit toujours pas la mer, et on ne sait toujours pas où on va. Et pourquoi on ne sait pas où on va? Parce qu'on n'a pas de GPS. Donc en fait, il nous manque trois choses. C'est un petit peu une sorte de caverne de Platon revisité. Il nous manque trois choses. Il nous manque un GPS pour savoir où on va, la possibilité de voir où on va, de manière à pouvoir décider de où on veut aller, et comprendre que notre navigation dépend de quelque chose qui est profondément de la mer. On ne sait pas ce que c'est, on sait qu'il y a des vagues, mais en fait, nous on sait qu'il y a des vagues, mais ces gens-là qui sont sur ce bateau ne savent pas qu'ils évoluent au gré des vagues. Voilà, donc c'est en guise d'introduction à ce que je vais raconter. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'on sait sur le temps aujourd'hui en physique? Alors, ce qui est très intéressant aujourd'hui en physique depuis seulement quelques années, c'est qu'il y a une convergence d'idées sur le temps qui fait qu'aujourd'hui on peut se faire une vision avec quasi-certitude de ce qu'est réellement le temps. Alors tout d'abord, on a la relativité générale qui nous dit que le futur est forcément déjà réalisé. Pourquoi est-ce qu'elle nous dit ça? D'après la relativité générale, le futur est déjà réalisé parce que, vous avez entendu parler du voyageur de Langevin, mais c'est même pas la peine d'aller faire des milliards d'années-lumière de distance, il suffit d'être plongé dans un champ de gravitation très fort et de revenir ensuite dans l'environnement habituel. Lorsque on fait un voyage très loin, donc le voyageur de Langevin, il prend sa fusée, il va très très loin dans l'univers et puis il revient, il a été soumis à des accélérations, donc il a été lui-même plongé dans un champ de gravitation très fort. Et bien ceci en quelque sorte diminue le temps, arrête le temps, et donc le voyageur quand il revient, donc il a pu s'écouler 10 ans, 100 ans, 10 milliers d'années sur sa planète, alors que lui a à peine vieilli. Et donc, d'une certaine manière, on peut imaginer une technologie qui, si elle est capable de nous faire supporter donc les fortes accélérations, on peut aller voir le futur dans quelques minutes, dans quelques secondes. Et on a la preuve de tout ça parce qu'on a fait des expériences avec des horloges atomiques qui ont montré qu'effectivement, en fonction de la gravitation de l'endroit où on se trouve, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Et parce que la technologie de nos GPS ne fonctionnerait pas, nos GPS seraient précis à seulement 10 ou 20 mètres près, et non pas quelques mètres près, si on ne tenait pas compte des effets relativistes. Première chose. Donc la deuxième chose qui fait que on pense de plus en plus que le futur est déjà réalisé, que le passé est encore là. Et ça c'est nouveau chez les physiciens quantiques, c'est que depuis moins de 10 ans, mais surtout depuis quelques années, il y a une répétition d'expériences qui montre que ce que François Martin en a parlé, donc ce qu'on appelle la non-localité, ce n'est pas quelque chose qui fait que deux particules peuvent être intriquées, donc séparées, et continuer à être corrélées sans lien de causalité, et ceci dans l'espace. C'est pas seulement dans l'espace que ça se passe, mais c'est aussi dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux événements ou deux particules qui sont l'un dans le présent et l'autre dans le futur, sans lien de causalité entre eux, et ils vont avoir une corrélation. Donc ça, c'est quelque chose qui est inhérent à la mécanique quantique et que François Martin a très bien résumé en parlant de causalité sans temps, et là-dessus on est d'ailleurs totalement d'accord, j'y reviendrai.
Et donc le troisième domaine de la physique, le plus radical à éliminer le temps, c'est ce qu'on appelle la théorie de la gravité quantique à boucle. C'est une théorie qui a été proposée pour résoudre le principal problème de la physique moderne, qui est l'incompatibilité entre la relativité générale et la mécanique quantique. Donc les physiciens de cette théorie éliminent carrément la variable t des équations, et ils considèrent le temps comme quelque chose, une illusion d'origine thermodynamique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire avec l'information qui circule, c'est-à-dire que l'on reçoit. Et donc, là, j'ai représenté 4 visions du temps. La vision du temps historique qui consiste à penser qu'il n'y a que le présent, mais qui avance peut-être dans on ne sait pas quoi. On pense que le futur n'existe plus, le futur n'existe pas encore, le passé n'existe plus. Ensuite, on s'est mis à penser, parce qu'il y a eu la relativité, que le présent existait, mais que le futur existait probablement déjà, et le passé encore. Ensuite, la gravité quantique nous fait carrément enlever le temps. Et puis aujourd'hui, on en est à faire vibrer cet espace-là. Alors pourquoi ça a une forme cylindrique? Parce qu'on prend l'univers tout entier, il a 3 dimensions plus le temps, on enlève une dimension, ça fait plus que 2 dimensions plus le temps, et donc on le représente sous la forme d'un cylindre, c'est-à-dire un disque, c'est l'espace-temps complet auquel on a enlevé une dimension, ça permet d'utiliser la 3e dimension pour le temps. Et ainsi, l'espace-temps peut être représenté sous la forme d'un cylindre. On utilisera souvent cette représentation. Un cylindre qui, au départ, est un cône qui démarre avec le Big Bang. D'accord? Alors, la question du temps joue dans la réconciliation entre la mécanique quantique et la relativité générale un rôle fondamental. Ça, tout le monde en est convaincu. Et ce qui a tendance à venir maintenant en physique, qui auparavant été rejeté, c'est l'idée que la rétrocausalité pourrait jouer le rôle clé, parce que la rétrocausalité, dans ce nouveau contexte, n'est plus du tout impensable. La rétrocausalité n'est plus impensable parce que si il n'y a plus de présent, que le futur est déjà là, le passé est encore là, il y a une espèce de symétrie. Si en plus tout ça peut bouger, on conçoit qu'il y a une sorte de symétrie qui fait qu'après tout, la rétrocausalité joue à peu près le même rôle que la causalité. Bon, alors, c'est à peu près depuis 2008-2009, donc depuis 5 ans que ça bouge. Vous avez deux physiciens très respectés, très sérieux, des spécialistes de la théorie des cordes, qui en 2008 ont fait une publication dans laquelle ils ont voulu expliquer que le futur pouvait comporter des éléments influençant le présent, qui ferait que, par exemple, nous ne pourrions jamais atteindre certains futurs. Alors, ils voulaient exprimer ça, ils se sont servis des pannes successives du LHC, du Grand Hadron Collisionneur de particules à Genève. C'était un petit peu une prétexte. Effectivement, le LHC avait subi pendant des années consécutives plein de pannes extrêmement peu probables. La dernière en date à cause d'un oiseau qui a laissé tomber son morceau de pain dans les circuits cryogéniques du LHC. Et paf, plusieurs mois d'arrêt du LHC avec les millions que ça coûte, même les milliards. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... Donc ils ont sauté sur l'occasion pour faire cette publication. Et donc en fait, ils avaient préparé le terrain en sortant un papier qui expliquait que dans un certain type d'espace qui pourrait être le nôtre, il n'y a pas de problème d'irréversibilité. L'irréversibilité du temps étant le principal obstacle à la rétrocausalité. Et donc voilà, ils ont agité l'idée qu'il pourrait y avoir une influence du futur sur le présent, plus particulièrement certains futurs pourraient être inaccessibles, ce qui expliquerait donc ces pannes-là. Entre deux, en 2011, il y a eu un important congrès dans la Silicon Valley qui s'appelait Quantum Retrocausation, expérience et théorie, rétrocausalité quantique, où là, beaucoup de chercheurs très sérieux, pas que quelques physiciens, mais aussi des psychologues, se sont réunis pour parler de la rétrocausalité et revaloriser la rétrocausalité française, puisque la rétrocausalité est d'origine française, je vais vous en parler.
Mais ces travaux n'ont pas été vraiment très, très suivis ni considérés parce que ils ont été classés dans les parasciences et trop liés à la psychologie. Hein. Mais récemment, là, depuis quelques années, il y a un type qui fait du bruit et qui est un chercheur très sérieux, bon, également un peu un philosophe, mais enfin bon, il est très respecté des physiciens mainstream, qui s'appelle Hugh Price, qui a organisé un congrès qui a eu lieu, enfin il a fait beaucoup de conférences avant, l'année dernière, et là cette année, en juillet dernier, il a organisé un congrès qui s'est intitulé Free Will and Libre Arbitre et Rétrocausalité dans le monde quantique. Parce que il y a un lien entre le libre arbitre et la rétrocausalité. Ce congrès est financé par une fondation qui s'appelle New Agenda for the Study of Time. Il y a une quarantaine de chercheurs qui ont présenté leurs papiers, et parmi ces papiers, on pouvait lire dans les titres, bon, il y a un peu de marketing, mais tout de même, c'est de la part de chercheurs sérieux. Cette fois-ci, on n'est pas dans les parasciences, on est dans la science vraiment. Qui est responsable de la cause en rétrocausalité? Y aurait-il des prémonitions dans la mesure quantique? Pourquoi la physique n'écarte-t-elle pas le libre arbitre? Des mesures futures peuvent-elles affecter le présent, etc. etc. Donc, vous pouvez trouver leurs communications sur Internet, elles sont publiées sur une chaîne YouTube. Bon, est-ce qu'il faut retenir de ces... Bon, moi j'en ai regardé quelques-unes, pas tout, puis en plus c'est en anglais, difficile à comprendre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils soulignent à peu près tous l'importance pour la physique d'apprendre à travailler à la fois avec des conditions initiales et avec des conditions finales. Or, la rétrocausalité est indispensable dans cette opération. Alors, donc Hugh Price le même, qui est l'organisateur de ce congrès, a donc clairement revalorisé ce qu'on appelle le zigzag parisien, c'est-à-dire que il y a un certain Olivier Costa de Beauregard, je crois qu'il a fini directeur de recherche au CNRS après avoir été ingénieur, qui, dans les années 50, a proposé cette théorie pour expliquer ce qu'on appelle le paradoxe EPR, enfin, en gros les résultats de l'expérience d'aspect dont tout le monde parle, hein, c'est-à-dire deux photons intriqués, ils fonctionnent ensemble, ce que le G2D dont parlait François Martin tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? François Martin, vous le rappelez, c'est ne cherchons pas le réalisme, la physique est non locale. Voilà, donc c'est vraiment pas du tout intuitif, et c'est presque de l'ésotérisme. Costa de Beauregard, à l'époque, mais on n'avait pas notre notion du temps qu'on a actuelle, donc a dit, mais non, il y a une autre possibilité. Pour expliquer cette expérience de photons intriqués, on peut utiliser le recours on peut utiliser la rétrocausalité. La rétrocausalité, oui, mais alors dans l'acception du temps qu'on avait à l'époque, ça revient à dire la rétrocausalité, il se passe un zigzag, c'est-à-dire qu'on fait une mesure d'un côté, il y a un signal qui remonterait le temps pour aller dire que, ah ben voilà, moi je suis comme ça tu vas pouvoir te mettre comme ça, et ils sont corrélés. Si on considère cette interprétation-là, disons que ça marche du point de vue des équations, mais ça paraît complètement insensé du point de vue de la dynamique, parce que ça donne l'impression qu'il y a un rétro-signal. Et vraiment là, je veux dire, on connaît la flèche du temps, nous on va par là, tout le monde est là, la causalité elle fonctionne dans le présent, alors que la rétrocausalité, il faudrait qu'elle aille faire un tour dans le passé, qu'elle aille revenir. Et donc la rétrocausalité a été rejetée à cause de ça, à cause de cette idée de rétro-signal, et donc elle a été mal comprise, et aussi parce que, à cause de son opposition au principe de l'irréversibilité, qui est un principe, je ne vais pas trop vous en parler, j'expliquerai tout à l'heure comment on l'explique très simplement, extrêmement empirique en physique. Et donc Hugh Price a revalorisé, il fait beaucoup de conférences, il a revalorisé donc cette idée en expliquant quel était le lien entre le libre arbitre et la rétrocausalité. Et donc selon lui, le libre arbitre signifie que nous pouvons choisir des conditions finales pour nos trajectoires de vie, et ce que les physiciens appellent des variables cachées non locales, parce qu'il n'y a pas de causes qui font qu'on va faire une chose plutôt qu'une autre. On a un véritable libre arbitre, et en physique, ça
ça implique l'existence de variables cachées non locales. En l'occurrence, ici, ce seraient des variables cachées futures. Alors, donc, il dit que, pour expliquer le zigzag, de Costa de Beauregard, et donc soutenir cette théorie, que les variables cachées qui président à nos choix peuvent aussi se loger dans le passé. Il pose la question, le passé devrait-il effectivement être supposé entièrement connaissable, c'est-à-dire déterminé? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas, finalement, dans le passé, des choses que personne n'a vues? Et que même la mécanique et la physique ne sait pas quoi faire. Des parties du passé qui sont encore à déterminer physiquement, même si personne n'a rien vu. Donc il déduit d'ailleurs, d'une expérience avec des miroirs et des photons, que les dépendances de nos choix peuvent effectivement s'étendre au passé, ainsi que l'implication suivante, le réalisme plus la symétrie temporelle des équations de la physique, c'est-à-dire maintenir le réalisme en physique, plus utiliser le principe de symétrie temporelle des équations de la physique en personne de contexte, plus ce qu'il appelle discreteness, entraîne obligatoirement la rétrocausalité. Bon, mais ce qu'il appelle discreteness, c'est quoi? C'est le fait que un photon traverse un miroir ou est réfléchi, et là il y a un indéterminisme, c'est-à-dire il y a un choix de la nature qui fait intervenir une variable cachée non locale, un hasard non local qui fait que ça va d'un côté plutôt que l'autre. C'est ça qu'il appelle discreteness, c'est un choix de la nature, en fait c'est ce qu'au niveau macroscopique des physiciens classiques appelleraient les bifurcations indéterministes. Et donc ce qu'il dit, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces choix dont on ne sait même pas comment ils sont faits, il pourrait se faire qu'il y en ait un paquet qui reste indéterminé dans le passé. Puisqu'ils sont déjà indéterminés, il faut vraiment aller voir. Et on n'est pas tout le temps en train d'aller voir ce qui se passe dans le tréfonds de la mécanique quantique. Donc, il est très logique d'imaginer que dans le passé, des choses pourraient changer, tout simplement parce qu'elles n'ont jamais vraiment été déterminées, mais c'est pas tellement un changement que le fait d'introduire dans le passé une nouvelle donnée qui va faire qu'on va pouvoir avoir un autre futur. C'est-à-dire qu'on a un passé qui est flou. Ah ben là je peux encore agir sur mon passé, il est indéterminé, il est physiquement indéterminé, donc tiens je vais choisir un 0 ou un 1 dans mon passé et ça va faire que je vais aller à tel futur plutôt qu'un autre. Voilà. Alors est-ce bien raisonnable? En tout cas c'est très scientifique. Donc voilà, pour vous préparer à ce qui va suivre, on va faire quelques citations de pas mal d'écrivains qui écrivent sur le temps, et notamment des Français que j'aime bien, dont j'ai lu les bouquins et que je vous conseille de lire, et qui sont souvent passionnants, avec quand même les deux anciens, Einstein et Nietzsche, à commencer par Einstein. Donc François Martin rappelait, et Jean-François aussi, la séparation entre passé, présent et futur est une illusion. Étienne Klein, peut-être le plus avancé, le futur existe déjà, c'est une authentique réalité, mais partiellement configurée. Ça, c'est une idée intéressante. Thibaut Damour, le futur est déjà là, mais le temps est fondamentalement réversible. Lui, la rétrocausalité, pas de problème. Marc Lachiaiseray, la rétrocausalité, mais il est d'accord, le temps n'existe pas, la causalité est indépendante du temps. Carlo Rovelli, le temps n'existe pas, alors lui, il est très amusant. Le temps n'existe pas, la réalité n'évolue pas dans le temps, mais d'une autre façon. Et quand on lui demande de quelle autre façon, il revient au temps. Bon, on fait ça, c'est un peu... Alain Cohn, le passé pourrait être instable, le passé pourrait changer ou être altéré. Mais il ne l'a pas dit comme ça carrément, il l'a dit dans un livre dont il peut parfaitement dire que c'est de la science-fiction, alors que tout le monde sait qu'il a cherché à faire passer ses idées. Et Antoine Suarez, la physique a besoin d'une coordination immatérielle, insensible à l'espace et au temps. Voilà, et toutes ces personnes sont des physiciens très respectés. Et j'oubliais Nietzsche, qui le premier a eu l'intuition. C'est notre avenir qui détermine notre présent, le futur l'influence autant que le passé. Et cette phrase a tellement percuté notre ami Philippe Sol qu'il a décidé de faire une revue sur la base de cette phrase de Nietzsche. Parce qu'il considère, et je pense qu'il a raison, que l'idée que le futur puisse influencer le présent, c'est quelque chose qui va profondément changer la société dans les années qui viennent et qu'il faut travailler là-dessus. Donc si on fait la synthèse de ça, ça veut dire qu'une coordination extérieure à l'espace-temps pourrait le faire évoluer hors du temps, dans le futur comme dans le passé,
lesquels pourraient s'influencer l'un et l'autre. Voilà. Alors, il y a quand même une antithèse à ça, c'est ce qu'on appelle les univers parallèles. Alors, la thèse des univers parallèles, en France, il n'y a pas beaucoup de physiciens qui y croient, franchement. Enfin, il n'y a que vraiment les pragmatistes anglo-saxons qui continuent d'aller là-dedans, mais c'est vraiment total délire. Alors pourquoi? D'abord, les univers parallèles, pourquoi faire? Pour sauver le déterminisme. Sauver le déterminisme, ça veut dire sauver l'idée qu'il y a une réalité unique dans notre futur qui est mécaniquement parfaitement bien déterminée. Hein. D'abord, c'est fataliste. C'est juste pas fataliste parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et ça pose un tas de problèmes. Ça voudrait dire que notre espace-temps est complètement figé, donc le cylindre conique au départ dont je vous parlais tout à l'heure, c'est figé, ça ne bouge pas. Notre futur est parfaitement réglé. Mais il est réglé avec un réglage ultra fin, avec une probabilité extraordinaire, extrêmement petite. Trinh Gentwan disait, vous envoyez une flèche à 14 milliards d'années, et elle atteint une cible de 1 cm, voilà la chance pour qu'on existe. Voilà. Deuxième problème, en réalité il n'y a pas que la possibilité de faire varier les constantes de la physique qui permet de fabriquer plein d'univers, il y a aussi tout simplement tous les choix qu'on fait à chaque instant. À chaque fois qu'un miroir traverse un photon à droite ou à gauche, ou en face, il y a un choix d'univers. Tous les choix, il suffit d'utiliser un générateur de nombres aléatoires quantiques et on s'aperçoit qu'on peut faire un nombre extraordinaire de choix. Donc il y a une création d'univers à chaque choix. Et donc il faudrait qu'il y ait autant d'univers, mais il y aurait une quantité d'univers... enfin bon, c'est... Et alors, bon, si on dit, bon, maintenant, il n'y en a qu'un, il se trouve par hasard, mais avec un hasard de 1 sur 1 milliard à la puissance, je ne sais pas combien. S'il n'y en a qu'un, c'est du créationnisme, parce qu'en plus, il n'a pas été créé au moment du Big Bang, puisque le Big Bang et la fin des temps, attention, c'est le même temps. C'est-à-dire que le Big Bang et la fin des temps, dans le déterminisme, sont créés ensemble. Hein. Donc, paf, un jour où jamais est apparu un univers, paf, il est comme ça, on ne le change pas. Et le problème, si on... Bon, ça c'est du créationnisme. Si on veut sortir du créationnisme, on dit, bon ben alors, nous avons des myriades de doubles conscients dans tous les univers possibles et imaginables. Moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui aillent là-dedans. Moi, personnellement, je ne vais pas vous faire gober ce truc-là. Donc, parce que ça, c'est total délire. Et le problème, c'est beaucoup d'Américains, beaucoup de physiciens, même Stephen Hawking, qui soutiennent des bêtises, enfin bon, je veux bien avoir le tort là-dessus, mais bon, c'est vraiment complètement délirant. Donc je vais vous proposer l'alternative sérieuse, qui est assez audacieuse, mais alors l'alternative sérieuse, ça consiste à dire que nous vivons dans une réalité unique, donc dans un espace-temps, effectivement, qui est comme on le décrit, donc un cylindre, et que ce cylindre est capable d'évoluer. Et le fait qu'il évolue, alors il n'évolue pas dans le présent, il évolue hors du temps. Le fait qu'il évolue, c'est ce qui fait que nous pouvons avoir à un moment donné une trajectoire dans notre vie future qui est déjà là. Nous allons avoir tel destin, et puis on attend un petit peu, et puis paf, notre destin a changé. Et grâce au fait que l'espace-temps complet a changé, nous avons un nouveau destin. Donc ceci implique une certaine fluidité de l'espace-temps. Alors est-ce que c'est bien concevable ? Et tout d'abord, est-ce qu'on peut l'imaginer? Alors là, on va faire un effort d'imagination. Hein. Donc ici, vous avez vu qu'à droite du cylindre que j'ai mis en bas, il y a une espèce de tourbillon. En fait, c'est le tourbillon du futur. Hein. Le présent, c'est... L'humanité se trouve là où j'ai mis les flèches rouges. La trajectoire de l'humanité, depuis le début de l'humanité, ça peut être là où j'ai mis la flèche rouge. Et vous voyez le tourbillon de notre futur. Et voilà ce que pourrait être le tourbillon de notre futur, ben, on le avec vue du dessus. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait tout pourrait arriver, et il y aurait, au fur et à mesure où on s'approche du présent, ça veut dire qu'on rentre dans le centre du tourbillon, et les chaînes de causalité se suivent, tout devient bien rangé, et dans le présent, on vit une seule et unique réalité qui est parfaitement bien définie. Mais si on va un peu plus loin dans le futur, à court terme, il y a des possibilités qui se concurrencent, qui s'entrechoquent, et puis finalement, il y en a une qui gagne. Et puis à long terme, des intentions qu'on a,
des intentions qu'on a, mais finalement on n'a pas les moyens, et ben ça reste dans l'espace-temps sous la forme de psyché quantique, ou champ morphique, ou bulle, ou archétype événementiel, on ne sait pas. Mais donc ça peut vous donner une idée de ce que pourrait être le futur, c'est-à-dire un champ d'information non encore manifesté. Alors champ d'information, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors voilà, le problème c'est que nous, on a une idée de la réalité qui est rigide. On voit bien que, toc-toc, on voit bien que la matière existe, l'espace existe, enfin, tout ça, ça existe, et on ne peut pas imaginer que le futur soit comme des morceaux de réalité. On ne voit pas comment on peut créer des morceaux de réalité qui viendraient se recoller, etc. Mais en fait, c'est parce qu'on est dans l'illusion de la matière. Il faut bien comprendre que la réalité n'est absolument pas ce que l'on perçoit. Et en physique, on s'en rend compte. Alors, il y a une liste de bugs sur nos idées sur la réalité qui est très longue. Hein. D'abord, on s'est rendu compte que l'espace n'est pas du tout ce qu'on croit. On peut pas descendre dans l'infiniment petit comme ça. L'espace, il est comme pixelisé en dessous d'une certaine valeur qui est 10 puissance moins 35 mètres. Il n'y a plus d'espace, ça n'existe plus. Ça ne veut plus rien dire, la notion de distance ne veut plus rien dire. C'est pas normal. En plus, on s'aperçoit que l'espace est déformable. La masse déforme l'espace, la lumière est déviée par le soleil. C'est comme ça qu'on a découvert la relativité générale, etc., etc. L'espace est courbe. Et c'est pas un espace courbe, ah bon, l'espace est courbe, c'est grave. C'est grave. Parce qu'il n'existe pas d'espace en dessous l'espace qui lui serait droit, et vous dessineriez un espace courbe, et donc vous imaginez qu'il y a un espace qui n'est pas droit dans votre tête, et puis que le vrai espace il est courbe. Non, cet espace que vous imaginez droit n'existe pas. D'accord? C'est grave pour notre vision de la réalité, l'idée que l'espace soit déformable. Et en plus, il n'est pas seulement déformable, il est troué par les trous noirs et par les trous de verre. Les trous de verre, on n'en a pas observé, ce sont des solutions de l'équation d'Einstein, mais il est troué par les trous noirs. Il y a probablement un trou noir au centre de notre galaxie. On sait que la matière est une illusion, que c'est simplement de l'électromagnétisme, que ce sont des vibrations, et même qui peuvent se réduire à des vibrations de l'espace. On sait que le vide n'est pas vide, qu'il est plein d'énergie. En fait, c'est plutôt plein d'informations, et on sait que le vide contient une quantité d'informations incommensurablement plus vaste que toute l'information de tout l'univers imaginable. C'est-à-dire le vide est plein, et c'est nous qui vivons une réalité qui est du vide à côté. Et donc, on sait que nous voyageons dans une dimension de ce champ d'information dont notre conscience se crée une perception. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire appel à la notion de champ d'information. Donc, nous vivons dans un espace-temps. Il y a des informations qui nous arrivent, et ces informations qui nous arrivent via le cerveau font que la conscience reconstruit une idée de la réalité, 3D plus temps, etc., qui, dans la réalité de la physique, n'existe pas. Donc, il faut revoir la notion d'objectivité. La notion d'objectivité, ça consiste à concevoir notre réalité comme commune à l'observation d'un collectif de voyageurs qui puisent de l'information filtrée par leur cerveau dans un champ d'information infiniment plus vaste et que l'on connaît déjà. Ça s'appelle le vide quantique. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a deux théories à l'heure actuelle qui permettent de réconcilier les deux champs incompatibles de la physique, la relativité générale et la gravité et la mécanique quantique. Donc il y a la théorie des cordes, et qui a plutôt la faveur des anglo-saxons, on va dire, et puis il y a la théorie de la gravité quantique à boucle. Et ces deux théories ont l'air totalement contradictoires. Or, si on les interprète intuitivement, comme il se doit, voilà, pour essayer de recomprendre la physique, on remet du sens de la physique, vous avez vu, en revalorisant la rétrocausalité, donc on recroît à nouveau au réalisme dans la physique, en revisant notre conception du temps, on retrouve une vision réaliste, et là on va retrouver une vision intuitive, le bon sens, qui va nous permettre de concilier deux théories inconciliables. Que fait la théorie des cordes? La théorie des cordes, elle rajoute 6 dimensions supplémentaires à l'espace pour tenir compte de 6 degrés de liberté
que l'espace peut avoir au niveau intime, à l'échelle même très inférieure de l'échelle aux particules élémentaires, à l'échelle de 10 puissance moins 35 mètres. À cette échelle, en fait, ce qui se passe, c'est plutôt comme sur la figure de droite, c'est-à-dire l'espace vibre, il n'arrête pas de vibrer. Bon, mais problème mathématique, comment est-ce qu'on fait pour Bon, ben, un jour, des physiciens ont trouvé une superbe équation. Génial, cette équation, elle permet de résoudre les problèmes, elle permet de faire cette fameuse unification. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ah, cette équation, elle veut dire qu'il faut rajouter 6 dimensions supplémentaires. Mais c'est un problème d'interprétation. En réalité, il n'y a aucun problème pour dire que cette équation, on peut aussi l'interpréter comme l'espace auquel on ne rajoute pas des dimensions, mais qui lui-même vibre, c'est-à-dire que s'il ne s'agit pas de 6 degrés, 6 dimensions supplémentaires, en plus elles sont infiniment petites, il s'agit de 6 degrés de liberté vibratoire de l'espace lui-même. Or, les gens de la gravité quantique, ils ont besoin de mathématiser, de trouver des équations pour ce degré de liberté. Bon, ils ne vont pas refaire une théorie des cordes, voilà, mais disons qu'il y a des problèmes mathématiques qui font qu'ils ne peuvent pas s'unir. Mais on voit bien, sur le plan de l'interprétation intuitive, que ça veut dire la même chose. D'autant plus que quand on essaye de calculer le nombre de degrés de liberté dont aurait besoin la gravité quantique, on trouve 6. Alain Kohn trouve 6. Personnellement, je trouve 6, je vais vous en parler. Et donc on trouve, tout le monde est d'accord presque pour dire que dans l'espace-temps, il faudrait rajouter 6 degrés de liberté vibratoire. Par contre, là où tout le monde n'est pas d'accord, c'est que dans la théorie des cordes, ces degrés de liberté, ils vibrent, mais c'est dans le temps. Et donc ça fabrique un espace qui continue d'être totalement figé. C'est-à-dire que la théorie des cordes, elle permet d'unifier, donc de faire l'unification de la physique. Par contre, elle nous sort un espace-temps à nouveau complètement figé. Donc là, on a un problème, parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a vu. Donc là, la théorie des cordes, elle n'est pas assez évolutive à ce niveau-là. Et ce que fait par contre la gravité quantique dit, ah ben non, c'est pas possible, ces vibrations ne peuvent pas avoir lieu dans le temps. On a enlevé le temps, on a enlevé la variabilité. Ces vibrations, elles ont lieu hors du temps. Donc moi je dis, à ce niveau-là, c'est la gravité quantique qui a raison, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? C'est que l'espace dans lequel on vit, il est en 3D, là on vous l'a représenté en 2D. En réalité, c'est un espace-temps élastique qui, à son échelle intime, vibre dans tous les sens. Il peut même y avoir des gouttes d'espace qui s'en détachent et ça fabrique des trous de verre à l'échelon intime. Il y a eu des publications récemment là-dessus. Et voilà, et donc notre espace, nous vivons dans un espace qui est une mer quantique. C'est véritablement une mer quantique. Et donc je reviens, donc c'est pour vous faire passer plus facilement cette idée-là. Donc je vous ai expliqué que l'espace-temps était comme un cylindre, et que ce cylindre, donc on avance dedans, et que nous avons l'illusion de créer notre réalité future, alors que non, tout est automatique. Ça, c'est de la physique purement déterministe et relativiste. Et bien, la chose nouvelle, c'est que si on pose ce cylindre sur la mer quantique, c'est exactement la bonne métaphore, la bonne image qu'il faut employer pour essayer de comprendre, parce que là, on parle de choses qui se passent à 10 dimensions. Donc là, je vous les représente sur 2 dimensions. Donc il faut faire quelques efforts d'imagination, mais c'est très juste de représenter les choses comme ça, c'est-à-dire que nous nous déplaçons dans le futur. À chaque moment, notre futur est parfaitement défini, sauf peut-être dans certaines zones, mais notre futur peut dériver, le boudin qui nous dirige dans le futur peut changer de position en fonction au gré des vagues, des tempêtes, etc. Et on va voir qu'il y a quand même la possibilité que nous ayons une liberté. Mais ceci se heurte à un point de vue qui est trop ancré dans l'esprit des physiciens, c'est que les physiciens pensent que la physique classique est déterministe. C'est-à-dire que si on veut que ça marche, il faut que notre boudin puisse modifier la réalité de façon macroscopique, c'est pas seulement au niveau quantique. Or, la majorité des physiciens pensent que la physique classique est déterministe, ce qui est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Et donc là, c'est ma contribution personnelle. Donc j'ai été choqué lorsque je travaillais sur le chaos pendant les années 80. L'ancien directeur de mon laboratoire ici présent est tout à fait au courant.
les physiciens voyaient débarquer donc, les phénomènes chaotiques par le biais du numérique. Parce qu'en fait, pour bien montrer ce que c'est que le chaos, il faut faire des simulations numériques pour montrer que, finalement, mais ils ne maîtrisaient pas les outils informatiques. L'informatique, elle est apparue au début des années 80. Donc ils se faisaient des idées un petit peu bizarres. Et je ne sais pas qui a dit, un grand ponte a dit, le chaos est déterministe. Et puis il y a eu une pluie de bouquins comme quoi le chaos est déterministe. Et aujourd'hui, tout le monde pense que le chaos est déterministe. Mais le chaos n'est absolument pas déterministe. C'est une... Voilà, et donc j'ai passé une bonne partie de mon temps de chercheur à essayer de démontrer que la physique classique n'était absolument pas déterministe. Alors pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il y a une rapide contagion de l'indéterminisme quantique à l'échelle macroscopique, ce qu'on pourrait appeler un effet papillon quantique. Ce qu'on ne sait pas, alors ça tout le monde est d'accord, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'influence du nombre de boules est déterminante dans cette affaire, de même que le rapport d'aspect. Bon, je pense que je suis assez long, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce qu'on peut déduire de ça, c'est que la mécanique quantique peut être une conséquence de la mécanique classique, dans le sens où plus il y a de boules, et plus leur diamètre est petit, c'est-à-dire leur aspect petit et faible, et plus l'indéterminisme s'installe très vite, c'est-à-dire au bout de 1 ou 2 chocs seulement. Et c'est exactement ce qu'on observe en mécanique quantique, qu'il n'y a absolument aucune incompatibilité. Alors ce qui m'a fait convaincu de ça, c'est une aberration paradoxale au niveau de l'information. Je me suis aperçu en faisant des calculs que personne ne fait jamais, parce qu'il faut être fou pour faire ce genre de calcul. Bon, j'avais une certaine expertise en informatique qui m'a permis d'aller très loin dans l'audace pour faire ça, et je me suis aperçu qu'à partir d'un certain nombre de boules, la quantité d'informations déterministes maximale que l'on peut tirer du calcul d'un billard devient inférieure à celle qui est nécessaire pour fixer ses conditions initiales. Ce que personne ne sait, c'est totalement aberrant. Un billard n'est absolument pas déterministe. On prend l'exemple du billard très souvent pour montrer que les choses arrivent de manière mécanique. C'est le pire exemple à prendre. Il est impossible de déterminer mécaniquement l'avenir d'un billard. C'est impossible. Ça heurte des notions fondamentales au niveau de l'information. C'est contraire aux observations de la mécanique quantique. Et troisième argument, étant donné qu'il fallait bien que j'arrive à définir quand même l'avenir de mon billard, que j'arrive à le maîtriser, je me suis aperçu que je pouvais faire un contrôle quantique de mon billard en rajoutant à l'espace une dimension, au moins, ou 3 ou d'autres, au moins une dimension, de manière à ce que, vous savez, les données les données informatiques, quand on dit on travaille à 68 bits ou à 128 bits, les ordinateurs, c'est une précision qui, à 128 bits, correspond quasiment à la précision quantique. Ok, on fait des ordinateurs à 128 bits, et à cette échelle-là, on modifie simplement le dernier bit, ou les derniers bits, les bits de poids faible. Et au lieu d'aller chercher de la précision à l'infiniment petit, on dit qu'il y a une couche d'information dans l'infiniment petit qui fait qu'on va pouvoir informer sans arrêt, au lieu de perdre l'information, on va pouvoir informer la mécanique pour dire comment est-ce qu'il faut continuer d'avancer. Ça, c'est absolument indispensable. Vous n'allez pas en entendre parler comme ça, là, demain, parce que je viens de faire cette conférence, mais je vous garantis, dans les 10 ans, c'est bon, c'est réglé, tout le monde aura compris. Donc, ces différents arguments, sur lesquels j'ai publié, correspondent et sont conformes à l'idée qu'on retrouve en gravité quantique, que la réalité physique 3D observable est discrète et elle est plongée dans un surunivers continu, qu'on appelle le vide quantique, et que dans notre réalité physique observable, tout serait quantifié. Tout serait quantifié, comme le ferait un immense ordinateur. L'information, l'énergie, l'impulsion, la distance, le temps seraient quantifiés. Et donc, le problème, c'est que, effectivement, tant qu'on n'arrive pas à cette vision où on comprend que finalement nous vivons dans un monde d'information, le monde objectif est un monde d'information, on n'arrive pas à comprendre la mécanique quantique. Et pourtant, si on peut parfaitement arriver au moins à intuiter la mécanique quantique. Je veux dire, le commun des mortels, vous prenez l'ouvrier de base, pas con, qui a quand même lu quelques livres, etc., qui a une certaine culture, il va bientôt comprendre la mécanique quantique une fois qu'on lui aura expliqué que la causalité est intemporelle, c'est ce que disait François Martin tout à l'heure, la causalité, elle est sans temps. Je suis complètement d'accord avec lui. Et autre chose, la densité d'informations dans notre univers est finie.
Il n'y a pas une précision illimitée des choses. Imaginez qu'il y aurait cette précision, ça voudrait dire que n'importe quelle particule dans l'univers, aussi minuscule soit-elle, aussi infime soit-elle, serait associée, accompagnée d'une quantité d'informations infinie. Mais c'est insupportable. Bon. Alors, donc, comment faut-il concevoir à ce moment-là notre réalité? Puisque notre réalité est faite d'une quantité d'informations finie, donc une densité d'informations finie, et bien qu'est-ce qui se passe? Il y a des périodes dans notre vie où nous avons des choses qui sont certaines, qui vont arriver. Par contre, on a des rendez-vous, etc. Et par contre, il y a des périodes où on n'est pas du tout certain de ce qu'on va faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai dessiné donc, plusieurs trajectoires, avec en rouge celles qu'on va suivre à un moment donné, et puis en bleu toutes les autres choses qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que, par exemple, demain soir, j'ai un rendez-vous à tel endroit, mais je ne sais pas du tout ce qu'on va faire demain dans la journée. Donc là, demain dans la journée, faible densité d'informations physiques, et demain soir, forte densité d'informations physiques. Si on part de ce principe-là, c'est-à-dire qu'on peut considérer que la réalité n'est constituée que de ce qui est observable, pas seulement observé, mais observable, parce que le fait d'observer quelque chose fait que même si personne n'observe un tas de choses, il y a quand même une causalité qui fait que ça oblige la réalité à se déployer par décohérence bien au-delà de nos observations. Donc, à ce moment-là, on peut considérer que la superposition d'états en physique est issue tout simplement d'une faible densité d'informations, que l'indéterminisme en physique, toutes ces choses qui sont mal comprises, est un manque ou une perte d'information, que l'intrication est simplement issue de la causalité atemporelle plus la nécessité de conserver l'énergie, je vais y venir, que la non-localité apparente, ça vient de la rétrocausalité, que l'irréversibilité apparente, ça vient du fait qu'il existe des passés multiples possibles. Effectivement, on ne peut pas retourner dans le passé quand on a perdu l'information, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas retourner dans le passé, c'est parce qu'il y a des myriades de possibilités de retourner dans le passé. Et la réduction d'état, un gain d'information. Excusez-moi, je vais un peu vite là, parce que j'ai l'impression que je passe un peu en temps. Et donc, on peut arriver à comprendre, par exemple, l'intrication quantique, comme le fait que si on réduit un état d'un côté, étant donné que la réalité manque d'information, il est nécessaire qu'il y ait cette intrication dans le cadre d'une causalité intemporelle pour préserver l'énergie et conserver donc la mécanique. Bon. Alors, donc, d'où vient l'information? D'où vient l'information issue de la réduction d'état en mécanique quantique? D'après notre illustre Roger Penrose, c'est la conscience qui réduit les états quantiques. C'est-à-dire que c'est elle qui produit l'information physique dont la réalité a besoin, sans être pour autant le résultat d'une émergence spontanée due à la complexité. Roger Penrose et Amroff, son collègue médecin, affirment qu'il y a des signes de l'existence d'un état de cohérence quantique dans les microtubules et ces effets de gravitation quantique, et que ces effets échappent à tout calcul, c'est-à-dire font intervenir une information hors espace-temps. Alors c'est une théorie que je trouve séduisante parce qu'ils répondent aux objections que leur font les physiciens en invoquant une mécanique des chemins temporels où il serait possible de commuter les chemins temporels. Et leurs objections viennent du fait qu'ils parlent d'une commutation qui aurait lieu dans le présent, alors qu'on peut très bien concevoir que la commutation de lignes temporelles peut parfaitement avoir lieu hors du temps, et à un niveau élémentaire, si on considère que mes grilles inclinées sont les chemins de la causalité, on peut très bien avoir hors du temps, hors du présent, une commutation de lignes temporelles qui fait qu'au passage, ce qu'on appelle la rétrocausalité, ce n'est absolument pas contraire à la causalité habituelle parce que la rétrocause continue de précéder son effet. C'est-à-dire que il faut arrêter de fonctionner dans le temps ordinaire, mais nous devons fonctionner dans un temps qui se trouve hors du temps, dans lequel c'est d'un bloc que notre passé change. Vous imaginez bien que si vous changez, notre futur change. Si vous changez quelque chose, paf, votre futur peut basculer immédiatement d'un programme à un autre, d'un bloc. Il n'y a pas besoin de faire fonctionner la causalité temporelle. Et donc les changements macroscopiques dans le futur pourraient se faire de cette manière-là, de proche en proche. Donc là, j'ai représenté le temps ordinaire. Ça, c'est à gauche, vous avez la conception classique, traditionnelle,
où quoi que l'on fasse, quoi que l'on pense, où la conscience ne sert à rien en quelque sorte, et puis nous avons un destin fataliste. Et la figure de droite représente en gros donc l'effet de nos intentions. Et nos intentions, de quoi vont-elles profiter? Elles vont profiter du fait que quelque part dans l'espace-temps, là où les lignes, où les densités d'informations sont faibles, où la densité, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on va faire, on a la possibilité de se libérer, donc au P1, au P2, au P3, au P4, eh bien nos intentions ont la possibilité de changer nos lignes temporelles dans le futur. Et petit à petit, on finit par se libérer d'un déterminisme qui nous emmenait systématiquement au même endroit. Et donc pour quasi finir, quelques éléments de réflexion pour reboucler sur la synchronicité. Les choses ne changent pas dans le temps. Les choses ne changent absolument pas dans le temps T1 ou T2. C'est pas autant T1 que je construis l'avenir après T1, ni autant T2 que je construis l'avenir autant T2. Autant au premier temps T1 à gauche, j'ai une ligne temporelle dans mon futur qui passe en haut pour m'amener à un certain rendez-vous, et autant T2 juste après, paf, cette ligne temporelle, elle a basculé, mais je vais toujours aller à ce rendez-vous. Alors cet exemple, il correspond à quoi? Eh bien, il correspond à un rendez-vous qui serait précédé de moyens de s'y rendre aléatoires. Donc il génère dans l'espace-temps de multiples chemins improbables qui convergent tous vers lui pour le rendre très probable. Et là, la rétrocausalité s'applique parce qu'aucun chemin dont la probabilité peut fluctuer jusqu'à s'annuler sans faire disparaître le rendez-vous, c'est pour ça qu'il y a le basculement, ne peut à lui seul garantir son maintien dans l'espace-temps. Donc ça, c'est un sujet de réflexion, c'est un sujet de méditation. Troisième élément de réflexion, du fait de sa fluidité, on peut même envisager le cas où un seul chemin subsiste et voit sa probabilité subitement augmenter parce que celle du rendez-vous est restée élevée. C'est là où il y a une dynamique de l'espace-temps, c'est-à-dire que, en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un rendez-vous, vous n'êtes pas le seul à avoir un rendez-vous, donc les choses ne se passent pas instantanément. Le rendez-vous, il se construit progressivement dans le temps, parce que les gens finissent par décider des choses, et tout ça, ça n'a pas lieu instantanément. Donc il y a une accumulation d'informations qui se passe dans le futur, à un moment donné, c'est verrouillé. Et donc ça ne va pas changer. Le rendez-vous, il va avoir lieu. Après, votre intention vous amène à penser que vous allez y aller. Et après, vous ne savez pas comment y aller, et là, il peut se trouver des situations, parce que, donc, justement ce que je disais au point 3, parce qu'un seul chemin subsiste et le rendez-vous est toujours là, et pour vous il est toujours programmé, la probabilité du rendez-vous peut se retrouver élevée d'un seul coup. Bon, c'est une variante de ce que j'expliquais d'habitude dans les autres conférences. Nos intentions créent dans le futur des causes des effets qui deviennent les futures causes d'effets dans le présent, et c'est comme ça que j'explique la synchronicité. Alors, un mot, François Martin explique la synchronicité par la causalité, il a tout à fait raison et je suis d'accord avec lui, mais ça c'est au niveau, si on considère que le monde est quantique, il n'y a pas de causalité. Mais le fait qu'on vit dans un monde classique où il y a une accumulation d'informations, ça crée une constante de temps qui fait qu'on est obligé d'envisager ce genre de dynamique et remettre la rétrocausalité sur le tapis. Donc, je vous laisse méditer les derniers points. Rendez-vous ou intention, lequel est la cause de l'autre? On s'en fiche, c'est le piège du temps. La bonne question est d'où viennent les informations extérieures qui les déterminent alors? Donc ça, je ne vais pas avoir trop le temps d'insister là-dessus. Je vous conseille d'acheter le numéro 2 de la revue Temps, dans lequel j'ai fait une publication de 15 pages qui résume tout ça. Je considère ici la conscience comme le pilote d'un système de navigation dans l'espace-temps. Ce système possède un GPS qu'on appelle le soi, qui est relié à des informations extérieures à l'espace-temps, qu'on appelle le libre arbitre, qui joue un rôle de satellite, certains l'appelleront l'esprit. Et la conscience a besoin d'un pilote automatique qui s'appelle le moi, et qui devient l'ego si elle n'utilise jamais son GPS. Voilà. Cachez-moi ça. Concluer. Donc ça, c'est une conclusion qui est plutôt faite pour les scientifiques. C'est ma position par rapport à la communauté scientifique, ma position un petit peu originale, parce que j'ai ceci de particulier en tant que physicien, que je suis très informaticien, expert en intelligence artificielle, en vision artificielle, et que je possède à fond tout ce qu'il faut savoir sur les problèmes au niveau de l'information et du traitement de l'information, ce qui me donne
une posture particulière par rapport à la physique des équations. Donc j'ai voulu vous montrer qu'une conception cybernétique fluide de l'espace-temps était envisageable pour gérer simultanément des conditions initiales et des finales, modifier l'espace-temps via des commutateurs extérieurs, résoudre les paradoxes temporels via la double causalité. Ça implique de relativiser la portée ontologique des équations. À l'heure actuelle, les physiciens font l'inverse, ils essayent de comprendre l'ontologie du numérique, parce que le numérique s'impose à eux, et en fait, ils vont avoir à comprendre que c'est les équations, c'est remettre en question la vision ontologique qu'on a aujourd'hui des équations qu'il faut, parce que le déterminisme temporel des équations ignore les bifurcations acausales, parce que leur continuité spatiale ignore les enseignements de la mécanique quantique. Et donc, comme alternative, je propose de trouver des modèles cybernétiques appropriés, modèles fractales, modèles neuronales à plusieurs couches, parce que je pense que notre espace-temps est plongé à l'intérieur d'un... En fait, il y a plusieurs couches, voilà, parce que si on veut construire un modèle cohérent, rationnel, on est obligé de construire quelque chose qui va ressembler à un cerveau finalement, et un cerveau, il y a 7 couches neuronales dans un cerveau. Et il est fondamental, et ça va se faire, ça je vous le garantis, de faire entrer le libre arbitre et la conscience dans le physique, mais attention, sagement. Le libre arbitre comme paramétrage de contrôle extérieur, comme on le fait en cybernétique, et la conscience comme relais jouant sur les probabilités. Alors en perspective, effectivement, il va quand même falloir trouver un système de dépucelage des physiciens. Ça veut dire trouver des protocoles expérimentaux qui permettent de mettre en évidence l'influence du futur sur le présent sans avoir besoin du maître du psy dans l'expérience. Et ça, j'y travaille ardument. Et en prévision, je pense que Internet et le Big Data devraient jouer un rôle clé dans cette affaire. Voilà, je vous remercie.